M. Adama. Bonjour. Donc, on est ravis d'avoir votre présence ce soir. Donc, voilà. Pour nous, au Québec, c'est la première fois, moi et Sébastien, qu'on vient en Afrique, qu'on vient à Dakar. Puis pour nous, ça a été une expérience de révélation, puis de fraternité avec la chaleur des peuples de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso, dont vous faites partie. Et en fait, on voulait vous poser quelques questions pour partager à notre peuple. Donc, premièrement, on aimerait savoir, selon vous, en quoi le récent coup d'État de septembre 2022 au Burkina Faso est-il bénéfique pour le peuple burkinabé, spécifiquement au peuple burkinabé? Disons que le Burkina Faso est dans une situation de crise majeure depuis maintenant une dizaine d'années. Il n'y avait quasiment pas de solution viable puisqu'il y avait quotidiennement des attaques terroristes. Il y a aussi une corruption endémique avec un système politique qui avait su émerger malgré l'insurrection de 2014 et la résistance au coup d'État de 2015. Et on ne semblait pas trouver de solution. Entre-temps, il y a eu un premier coup d'État en janvier 2022. Voilà. Et qui semblait marquer une volonté de restauration encore plus poussée de l'ancien régime, avec Blaise Compaoré qui est même venu. Il y a eu beaucoup de protestations, des tentatives de manifestation, des manifestations même qui ont été réprimées. Et ensuite, il y a eu ce coup d'État qui est intervenu à un moment où il y avait des drames persistaient, dans un contexte où au Mali, également, le militaire qui avait pris le pouvoir, en tout cas, marquait des points par rapport à la résistance face à l'occupation militaire de l'OTAN, des Nations Unies, de la France et de l'Europe, parce qu'il y avait aussi l'armée européenne. Et c'était donc dans un contexte où nous étions mobilisés largement pour soutenir le peuple malien et qui avait été sanctionné par la CEDEAO et l'UMOA. Eh bien, ce qui fait que quand ce coup d'État est intervenu et quand les jeunes sont descendus dans la rue, et il y a eu un moment de flottement. Eh bien, ça a été comme une sorte de libération par rapport à ce que, par rapport à ce qu'on vivait, par rapport à ce que les jeunes contestaient, le peuple contestait. Voilà pourquoi il y a eu un réel enthousiasme dans une large mesure auprès des jeunes qui sont descendus, des jeunes panafricanistes, dont beaucoup d'organisations aussi. Une jeunesse souverainiste. Une jeunesse souverainiste, bien sûr. Et qu'une jeunesse souverainiste, il faut le rappeler, qui s'était déjà dressée devant un convoi militaire bien avant la survenue des deux coups d'État. Voilà. Donc ça faisait comme une prolongation. Les gens ont pensé donc que ça ressemblait à ce qui s'est passé au Mali. Donc une forme de libération, d'autant plus que les marges de manœuvre étaient très limitées du côté des forces combattantes. Ceci étant dit, les personnes considèrent que le coup d'État, c'est un mode de prise de pouvoir parce qu'on a eu beaucoup de coups d'État réactionnaires. Le Burkina Faso a connu plusieurs coups d'État. Celui de Thomas Sankara a été différent. Donc maintenant, avec les discours qui ont été prononcés dès le départ par les tenants de ce coup d'État, eh bien, il y a eu un engouement et il y a surtout eu des assises nationales qui ont permis donc de rassembler les forces vives de la nation et qui ont assis donc non pas une constituante, mais qui ont mis en place comment dirais-je, l'Assemblée législative de transition, qui ont modifié à nouveau puisque ça existait après le premier coup d'État et qui ont et surtout le Conseil constitutionnel a aussi installé le président. Voilà dans quel contexte les choses se sont déroulées. Donc là-dessus, ça ne résolvait pas tous les problèmes, mais c'était peut-être pour tous ceux qui ont applaudi, un indicateur pour dire peut-être qu'enfin, on va pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Il y a une porte ouverte. Il y avait une porte ouverte. Là, vous parliez du premier coup d'État. Voilà, le premier coup d'État. Là, il y a eu le second.
Puis après, il y a eu le second, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce que le premier gouvernement ne satisfaisait pas. Alors, manifestement, le premier gouvernement, il parlait de réconciliation et il a piétiné la justice en ce sens où Blaise Compaoré, qui était condamné à la prison à perpétuité, est venu, on lui a déroulé le tapis rouge. Donc, ce qui n'était pas acceptable. Donc, c'était une véritable volonté de restaurer l'ancien régime de manière plus poussée. Et M. Blaise, quel est son nom de famille, M. Blaise? Compaoré. Compaoré, lui, est-ce qu'il venait du peuple? Est-ce qu'il venait de... Blaise Compaoré? Oui. Est-ce qu'il venait de la bourgeoisie? Blaise Compaoré, rappelez-vous, c'était l'ami, le frère, le compagnon d'armes de Thomas Sankara, et qui est celui-là qui va assassiner Thomas Sankara et qui a régné d'une main de fer dictatoriale pendant 27 ans. C'était l'ancien président donc, du Burkina et qui avait été ministre de la Justice sous le régime du Conseil national de la Révolution de Thomas Sankara. Je vois. Donc, on a une nouvelle question pour vous, c'est que le nouveau chef d'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, se réclame du panafricanisme. Donc, êtes-vous en mesure de nous expliquer sa conception, ainsi que la vôtre, du panafricanisme, et quel est le lien, selon vous, entre le panafricanisme, l'anti-impérialisme et le socialisme? Alors, moi, je peux vous parler de la conception du panafricanisme, de la dynamique unitaire panafricaine. De la dynamique. Qui est très claire, et de l'alternative patriotique panafricaine burkinabé que j'ai l'honneur de présider. Nous sommes résolument panafricanistes, car un panafricanisme de combat souverainiste et révolutionnaire. C'est-à-dire que nous considérons que l'Afrique a été fragmentée sur le plan territorial, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan historique, sur le plan idéologique même, et bien qu'il est important pour nous déjà de réclamer, de retrouver une certaine lisibilité en matière politique, de pouvoir considérer que ce crime majeur puisse être instauré par notre propre volonté, par nos actes, de faire en sorte de libérer les petits territoires qui ont été, les micro-États qui ont été constitués, et pouvoir récupérer, chasser les dirigeants, les valets locaux, mettre en place des dirigeants qui soient capables de constituer l'unité de l'Afrique, l'unité territoriale, mais également l'unité politique. Et voilà, c'est ça notre conception. Donc, réaliser les États-Unis d'Afrique. C'est notre but. En ce qui concerne Ibrahim Traoré, il est apparu nouvellement sur le terrain politique, c'était militaire, et qui a repris certains thèmes, mais qui parle surtout de la dignité de l'Afrique. Nous, ce que nous voulons, c'est récupérer la dignité humaine de l'Afrique. Voilà, c'est tout. Pour le moment, lui pourrait, justement, en fait, il faudrait regarder ses discours. Je ne suis pas en mesure de dire quelle est sa conception. Oui, je comprends parce que vous êtes le dirigeant de la dynamique unitaire panafricaine. Oui, je suis secrétaire général de la dynamique unitaire panafricaine. C'est ça. Vous avez largement vu ce que notre conception de ça, on va être en mesure de le ramener à nos camarades et à notre peuple. Si vous permettez. Une question qui en ce moment au Québec divise beaucoup notre peuple. C'est quelque chose qui est même un tabou en ce moment. C'est parce que notre peuple est en plein éveil patriotique aussi. Ça nous fait beaucoup penser à ce qui s'est passé en Afrique dernièrement. Nous, ça commence. Mais nous, la question, c'est par rapport à des alliés potentiels à l'étranger. Donc, comment voyez-vous le rôle de la Russie et de la Chine pour aider au renforcement de la souveraineté des différents pays africains? Eh bien, c'est une très bonne question. Oui. D'autant plus que nos pays ont été mis sous cloche à un point tel qu'il était impossible pour nous d'avoir des contacts avec l'extérieur. D'abord, le meilleur système qui a permis cela, c'est l'instauration du franc CFA, et qui est d'un système qui permet à la France de contrôler largement toutes les dépenses que nous faisons au niveau international. Et donc, c'est un système qui avait été imposé à la France
par l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, que De Gaulle a appliqué à l'Afrique. Et donc, ce qui fait que les pays anciennement colonisés par la France ne peuvent faire aucune dépense essentielle et importante en matière d'industrialisation, en matière d'achat à l'extérieur par des devises, qu'en passant par la Banque de France. Et ce qui fait que la France bloquait systématiquement, même en temps de guerre terroriste, tous les achats que nous pouvions faire à l'extérieur. L'arrivée donc sur le terrain économique de la Chine, ça d'abord, a permis d'ouvrir un peu, puisque la plupart des matières premières, la plupart des décisions économiques, des démarches économiques de l'Afrique passaient d'abord par la volonté de la France. Quand la France n'était pas intéressée, ça c'est les accords coloniaux, en ce moment-là, on pouvait aller voir d'autres personnes. Maintenant, en ce qui concerne l'achat des armes, eh bien, il fallait également passer par la France, qui bloquait systématiquement. Eh bien, avec la Chine, en matière économique, il ne pose pas de questions. Il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de crédits, et passé par d'autres canaux. Des crédits plus avantageux, plus bénéfiques pour nous. Bien sûr. Ben oui. Et plus respectueux justement des gens. Il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de conditionnalité, si ce n'est d'un rapport gagnant-gagnant. Puis au Québec, on dit, il y a beaucoup de propagande impérialiste qui dit que la Chine est en train de coloniser sous la couverture, sous la couette, l'Afrique. C'est pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Non. C'est pas du tout la même chose. Ils sont pas venus avec des canons et des armes pour dire, voilà, vous devez faire ça, vous devez parler chinois, vous devez passer par nous. Non, c'est pas du tout la même chose. Ils sont venus pour coopérer. Évidemment, il y aurait des questions à se poser, mais ça, c'est à l'Afrique de décider. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que il y a des dirigeants africains qui eux aussi profitent de cette situation pour s'enrichir, qui ne s'intéressent pas aux questions aux intérêts de leur peuple. Ça, c'est un autre débat. Sinon, ça n'a rien à voir avec une démarche coloniale, classique, telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Maintenant, en ce qui concerne l'achat des armes, par exemple, dans un contexte de guerre coloniale, c'est que l'arrivée de la Russie, par contre, et ce n'est pas l'arrivée de la Russie, le renforcement de la coopération à la Russie, parce que la Russie a toujours coopéré avec tous ces pays africains. On dit que la Russie est arrivée comme si c'était quelque chose de nouveau. C'était un renforcement de la coopération avec la Russie. Ce renforcement de la coopération a permis d'acheter des armes et aussi de renforcer les dispositifs de lutte contre le terrorisme. Voilà tout. Voilà. Donc, ce qui est forcément bénéfique pour les États africains qui ont commencé, en tout cas dans le Sahel, qui ont commencé avec le Mali, le Burkina et aujourd'hui le Niger, même si c'est de manière plus ou moins différente, à acquérir des armes. Mais il y a une coopération aussi avec la Turquie pour ce qui concerne le Burkina, pour acheter des drones par exemple, ce qui n'était pas possible du côté exclusivement français et européens qui étaient présents sur le terrain. Et la task force française, qui était composée de 400 soldats super armés, des forces spéciales, mais n'arrivaient pas à endiguer le terrorisme. Donc on leur a été demandé de partir. Ça a été le cas avant le Burkina, ça a été le cas au Niger. Enfin, au Mali, pardon. Ensuite, pour le Mali d'ailleurs, il y avait les Nations Unies, il y avait la force européenne, il y avait la force Barkhane française. Ils sont tous partis. Et depuis lors, il y a une plus grande lisibilité, on les repère mieux les terroristes. Au Burkina, ça a été pareil. Au Niger, ça a été l'armée Barkhane, l'armée française qui a été priée des partis, de même que l'armée américaine. Voilà ce que je peux dire. Donc, en matière de coopération avec la Chine et la Russie, c'était juste un renforcement, une diversification réelle et poussée de la coopération avec d'autres pays. C'est tout. Voilà, ça vous aide pour obtenir votre souveraineté. Absolument, parce qu'il faut savoir jouer entre aussi la réalité du terrain, entre les puissances qui existent et aussi entre aussi les divergences entre les puissances impérialistes elles-mêmes, entre les États-Unis et la France par exemple, qui n'avaient pas du tout le même point de vue en ce qui concerne ce qui s'est passé au Niger. Voilà. Là, je pense que vous devez y aller. Oui. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Puis je pense vraiment que cette entrevue-là va contribuer à détruire des mythes. Parce que personne au Québec, encore moins au Canada, parle de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Puis pour nous, c'est extrêmement inspirant. Puis on vous remercie de nous avoir accordé ce moment-là. Merci beaucoup. Et je suis vraiment très heureux de constater que au Québec, il y a des militants, des jeunes, et qui
et qui s'intéresse aux questions africaines et qui s'intéresse aux questions qui nous intéressent tous ensemble, c'est-à-dire aboutir à un monde meilleur. Voilà. Un monde meilleur, un monde de justice, de paix, contre la guerre. Voilà. Parce que nous avons un intérêt commun au niveau des peuples. Voilà. Merci beaucoup. Merci, camarade.